Voilà, bonjour à toutes et tous pour ce webinaire AFPBN de la section psychosomatique, donc aujourd'hui intitulé Psychiatrie et diabète. Donc ces deux pathologies, enfin ces deux corps de maladie, psychiatrie et diabète, partagent de nombreux points communs, des points communs épidémiologiques, puisqu'il existe quand même des comorbidités fréquentes entre ces pathologies qui sont elles-mêmes très prévalentes dans leur domaine. Et puis, organiser un webinaire psychiatrie et diabète, ça nous paraît plein de sens sur le plan clinique et puis aussi sur le plan fondamental. Sur le plan clinique, on est sur deux pathologies de la chronicité, des maladies du long cours, et donc nous sommes diabétologues et psychiatres, des cliniciens de la patience, des cliniciens de la persévérance. Et puis, il existe aussi des déterminants partiellement communs, fondamentaux, même si le phénotype est différent entre le diabète, une dysrégulation de la glycémie, et puis les émotions et les comportements. Néanmoins, il existe des arguments fondamentaux et des déterminants fondamentaux partiellement communs pour les deux troubles, et puis un impact émotionnel et comportemental que l'on retrouve dans les deux domaines, dans les deux pathologies, et qui vont justement intéresser psychiatres et diabétologues. Et nous sommes donc heureux que nos trois intervenants puissent développer ces différents aspects, et nous espérons donc que vous passiez un excellent moment scientifique et clinique. Merci beaucoup Jean-Christophe d'avoir introduit cette session. Donc, je suis Cédric Lemoyne et j'ai le plaisir et l'honneur de co-modérer cette session avec le professeur Chauvet-Julinier. Vous avez sous les yeux le programme de ce webinaire avec trois interventions. Nous présenterons successivement les intervenants et vous voyez qu'on va aller des actualités sur le diabète et son traitement, donc plus purement diabétologie, jusqu'à plus purement la psychiatrie, en passant sur les interactions ou les liens qui existent entre diabète et maladies psychiatriques. Quelques règles du jeu pour ce webinaire avant que je n'introduise notre premier intervenant. En ce qui concerne les questions, nous les regrouperons à la fin de la session. Chaque intervention va durer entre 12 et 15 minutes. Et donc, à la fin de la session, nous prendrons les questions que vous aurez posées sur le module questions-réponses. Donc, vous avez normalement en bas à droite de votre écran un petit carré intitulé questions. Jean-Christophe Chauvet-Julinier et moi-même allons pouvoir repérer les questions que vous posez et puis nous les reposerons aux intervenants à la fin de la session. Donc, pensez bien à cela. Et puis, moi, je serai le garant du respect du temps de nos intervenants qui ne doivent donc pas dépasser leurs 15 minutes maximum. Voilà, il me reste maintenant à introduire le professeur Gaëtan Prévost, que nous avons l'honneur d'accueillir pour commencer ce webinaire. Gaëtan Prévost est PUPH de diabétologie au CHU de Rouen, secrétaire général de la Société francophone du diabète. Merci Gaëtan d'être parmi nous. Et puis nous quatre, nous descendons de scène pour le début de ces trois interventions. Merci à toutes et tous. Eh bien, merci Cédric, merci pour cette invitation. Et effectivement, nous allons aborder quelques points d'actualité concernant le diabète et comme vous allez le voir, principalement son traitement, puisque comme vous le verrez, nous avons la chance dans le domaine de la diabétologie de voir une évolution tout à fait spectaculaire dans la prise en charge thérapeutique des patients. Alors, un bref rappel sur le fait que le diabète reste une maladie évidemment et un problème de santé publique avec plus de 3,5 millions de patients traités. Ici, c'est 3,5 millions de patients en ALD, avec comme c'est décrit une disparité régionale qui est importante. Et là encore, lorsqu'on s'adresse en termes épidémiologie au diabète, c'est principalement le diabète de type 2 et 300 000 patients diabétiques de type 1. Ce qui est important de souligner, et d'abord donc sur le plan thérapeutique, c'est que pendant longtemps, on avait une physiopathologie du diabète de type 2 qui reposait sur deux éléments principaux. D'une part, un pancréas déficient et d'autre part, une insulinorésistance. Et face à cette double problématique, on avait finalement deux classes de traitement, la metformine pour l'insulinorésistance, les sulfamides pour l'insulinosécrétion, le déficit d'insulinosécrétion.
Au fil du temps, la physiopathologie du diabète de type 2 s'est considérablement enrichie. Et ici, vous voyez, l'auteur décrit au moins 8 acteurs, avec notamment l'effet incrétine, le rôle de l'intestin dans la production d'hormones capables de moduler la sécrétion d'insuline, le rôle du rein dans la réabsorption du glucose, et puis bien sûr les intervenants tels que le foie, le pancréas qui étaient antérieurement décrits. Et surtout, au regard de cette physiopathologie beaucoup plus complexe, en fait, on a une panoplie thérapeutique qui s'est complètement développée et qui permet d'avoir une cible spécifique et des classes thérapeutiques avec des cibles d'action tout à fait spécifiques. Un point sur le traitement incrétine, qui repose surtout sur le GLP-1, avec à la fois les traitements à base d'analogues de GLP-1, mais également les traitements inhibiteurs DPP4 qui permettent de moduler les concentrations de GLP-1 qui ont eu un essor au cours de ces dernières années, un essor tout à fait important. Et puis parallèlement, plus récemment peut-être, le tropisme sur le rein avec les inhibiteurs de SGLT2 qui diminuent la réabsorption du glucose et qui là aussi, on le verra d'ailleurs en détail, aujourd'hui viennent un peu révolutionner la prise en charge du patient diabétique de type 2. Donc, si on reprend un petit peu d'un point de vue chronologique, on a eu cette chance en diabétologie d'avoir, au cours des 15 dernières années, 3 nouvelles classes thérapeutiques, ce qui correspond à plus d'une dizaine de molécules mises sur le marché, en association avec les molécules qui étaient connues antérieurement et avec l'insuline, qu'on souligne aujourd'hui, puisque 2021 reste une année anniversaire, puisque ça fait 100 ans que l'insuline est en accessibilité. Pardon. Une année qui me semble importante à retenir dans le domaine de la diabétologie, c'est 2008. 2008, la FDA impose à l'industrie pharmaceutique de réaliser des études de sécurité cardiovasculaire systématiquement lors de la mise sur le marché d'un nouveau médicament pour le diabète. Et à partir de cela, la diabétologie va quand même changer un peu d'orientation. Elle va s'inscrire dans les disciplines des grands essais cliniques et c'est des milliers de patients qui vont être inclus dans des essais cliniques randomisés de sécurité cardiovasculaire. Et ces essais vont donner des renseignements tout à fait importants qui vont révolutionner la prise en charge du patient avec un diabète de type 2. Et ce type d'étude a pu mettre en évidence, au-delà d'un effet glycémique de ces nouvelles molécules, pour certaines d'entre elles, des effets sur des critères majeurs, tels que, comme vous pouvez le voir ici, sur la mortalité, et donc des molécules capables de réduire la mortalité chez les patients diabétiques de type 2, et ce, parfois, indépendamment de leur effet sur la glycémie. Ce qui fait qu'on a changé de paradigme si l'on considère ces aspects-là lorsqu'on s'intéresse à la prévention cardiovasculaire et diabète. C'est-à-dire qu'on est parti d'une période où, lorsqu'on s'intéressait à des molécules et de prévention cardiovasculaire, les patients diabétiques étaient plutôt écartés de ce genre d'études. Puis on a eu 2008, les recommandations pour impliquer ces patients dans les essais, et les résultats obtenus chez les patients diabétiques ont été tellement extraordinaires qu'aujourd'hui, les molécules initialement présentées comme des antidiabétiques deviennent en fait des médicaments de la prévention cardiovasculaire. Et comme ils ne donnent pas d'hypoglycémie, on les propose maintenant à des patients non diabétiques, insuffisants cardiaques, insuffisants rénales. Donc on a vraiment changé le paradigme du spectre thérapeutique du diabète de type 2. Et évidemment, ça s'illustre par des algorithmes de traitement beaucoup plus complexes pour le diabète de type 2. Ici, j'ai repris les toutes dernières recommandations de la SFD, où le maître mot dans la prise en charge du traitement du diabète de type 2, traitement médicamenteux, c'est avant tout l'individualisation de la prise en charge thérapeutique, et surtout, c'est de phénotyper les patients et en fonction de leur profil, c'est-à-dire du risque rénal ou du risque d'insuffisance cardiaque ou du risque athéromateux, et bien de proposer un algorithme thérapeutique tout à fait spécifique
avec cette idée un peu révolutionnaire quand même que ce choix thérapeutique peut être indépendant du niveau de la glycémie, ce qui, pour un diabétologue, est quand même tout à fait singulier. Quelles sont les conséquences de cette prise en charge? Eh bien, on a un certain nombre de données dans la littérature qui vont dans le sens d'une diminution importante des complications chez les patients diabétiques. Ici, c'est un registre américain et on a observé une diminution des complications vasculaires de l'ordre de 50%. Et dans ce travail sur le panel de droit, qui est une publication toute récente de ce mois-ci, où on regarde les motifs d'hospitalisation chez les patients diabétiques de type 2 au Royaume-Uni, on voit qu'en termes d'évolution, on a une diminution assez nette des hospitalisations pour les complications vasculaires chez les patients diabétiques et également une diminution des hospitalisations pour les déséquilibres du diabète. En revanche, les hospitalisations pour les problèmes hépatiques, pour les problèmes infectieux et pour les problèmes de cancer sont en augmentation au cours de ces 15 dernières années. Si vous voyez, dans le diabète de type 2, on a eu une évolution thérapeutique assez importante, assez incroyable même. On a quasiment vécu la même chose sur le plan du diabète de type 1 via les innovations technologiques. En effet, la première d'entre elles, c'est le capteur de glucose qui aujourd'hui est largement généralisé, diffusé. Et dans ce dispositif qui comporte un capteur capable d'enregistrer le glucose interstitiel en continu, eh bien, les études vont dans le sens d'une meilleure prise en charge, d'une meilleure qualité de vie pour les patients, d'une diminution des hospitalisations pour les problématiques aiguës. Et pour nous, soignants, on a découvert aussi quasiment un nouveau métier parce que avant, on travaillait surtout sur l'hémoglobine glyquée. Et comme vous le voyez sur ce graphe, en fait, lorsqu'on a eu accès à ces enregistrements continus de glucose, on a pu constater que finalement, l'hémoglobine glyquée était bien souvent qu'une moyenne, mais qu'elle sous-estimait vraiment la qualité de l'équilibre glycémique. Ici, 9 patients qui avaient une hémoglobine glyquée tout à fait satisfaisante, 6,7%, et comme vous le voyez, des glycémies complètement anarchiques. Ce qui fait que aujourd'hui, dans les critères de traitement ou d'évaluation des traitements, on se base sur ce type de rapport glycémique que l'on obtient grâce à ces enregistrements continus, où on a accès, le panel de gauche, au profil glycémique sur l'ensemble des 24 heures, où on a accès à des courbes journalières également, où on a accès aussi à des moyennes sur le temps passé dans la cible. Et la cible aujourd'hui, c'est 0,7 à 1,80 g. Et on a donc des indicateurs de bon équilibre glycémique lorsque on a au moins 70% de temps passé dans la cible. Mais vous voyez là qu'on a finalement des exigences en termes glycémiques qui se sont nettement amplifiées, puisqu'on ne s'appuie plus sur une moyenne que l'hémoglobine glyquée est représentée, mais plus sur des enregistrements continus de la glycémie continue. Parallèlement, l'innovation, c'est aussi la diffusion, le déploiement du traitement par pompe avec une miniaturisation des systèmes, en particulier ici donc les pompes jetables qui ont connu aussi un essor tout à fait important. Et puis l'évolution, c'est sur des systèmes automatisés, c'est-à-dire des systèmes qui sont aujourd'hui capables de coupler un capteur avec une pompe à insuline et surtout des algorithmes d'adaptation automatique d'infusion insulinique. Et ici, dans ce système, malheureusement, je n'ai pas de pointeur, mais on voit que la pompe qui administre l'insuline, et c'est le trait vert, eh bien, on voit que ce trait vert est parfois interrompu par des traits bleus qui correspondent à des moments où la pompe s'est interrompue spontanément, automatiquement, devant un risque d'hypoglycémie. Et puis la glycémie remonte et la pompe à insuline reprend son administration d'insuline. Et on a
un système qui est encore plus abouti aujourd'hui avec le système dit de boucle fermée, où on a de nouveau un dispositif qui comporte une pompe, un capteur et un algorithme qui permet d'automatiser l'infusion d'insuline. Et là, c'est le panel du bas. On voit que lorsque la glycémie monte, eh bien, la pompe administre automatiquement des bolus d'insuline. Et à l'inverse, lorsque la glycémie diminue, eh bien, la pompe s'arrête d'administrer l'insuline. Aujourd'hui, on a plus de 1000 patients diabétiques de type 1 qui sont équipés de ce type de dispositif. Et vraiment, c'est sans doute un dispositif qui va largement se diffuser puisque cette automatisation permet d'avoir des résultats tout à fait bénéfiques pour le patient et une diminution du fardeau psychologique dans la prise en charge du traitement diabétique de type 1. Dernier point, et point qui a été forcément aussi accentué avec les situations de confinement, mais la diabétologie est aussi entrée dans l'ère de la télésurveillance. On préfère d'ailleurs parler de téléaccompagnement, puisqu'aujourd'hui, l'utilisation de tous ces nouveaux dispositifs, eh bien, l'ensemble des données des dispositifs peut être transféré sur des plateformes et nous, soignants, nous pouvons avoir accès à ces plateformes et donc à l'ensemble de ces résultats et on peut accompagner à distance, par mail ou par téléphone, le patient en lui prodiguant tel ou tel conseil. Voilà, donc pour conclure, on est devant une maladie qui reste importante, en forte progression sur le plan épidémiologique, mais on a cette chance dans le domaine d'avoir connu, et on espère que ça va perdurer, une innovation thérapeutique, technologique qui est vraiment spectaculaire, je pense, et qui nous permet aujourd'hui de proposer une meilleure prise en charge des patients. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vais en profiter pour présenter l'intervenant qui me succède, qui est le professeur Jean-Michel Petit, qui travaille au CHU de Dijon, qui est PUPH en endocrinologie et diabétologie. Merci beaucoup Gaëtan. Donc je vous remercie pour cette invitation et je vais donc aborder avec vous les liens qu'il existe entre diabète et pathologie psychiatrique et essayer de vous convaincre qu'il y a une relation qui est bidirectionnelle entre ces deux pathologies. Alors la première question, c'est de savoir si on a des données épidémiologiques qui suggèrent une augmentation de la prévalence des syndromes dépressifs chez les patients porteurs de diabète. Alors là, on a quand même beaucoup de données, des études comme celle-ci, qui sont des études, vous voyez, qui ont porté sur plus de 10 000 patients, à la fois des diabétiques de type 1, des diabétiques de type 2 traités par antidiabétiques oraux, par association antidiabétique oraux et insuline, ou bien diabétiques de type 2 traités par insuline seule, hein, dans la dernière colonne. Et ces patients ont été évalués sur le plan de la symptomatologie dépressive par des scores que vous connaissez bien, avec les échelles telles que le PHQ-9, avec les 9 questions qui sont classiquement faites dans ce type de questionnaire. Et donc, quand vous regardez les résultats, vous voyez que sur un score PHQ-9 de plus de 5, hein, qui reste dépression, qui va de dépression, des symptômes dépressifs modérés à beaucoup plus sévères, on a quand même 30% des diabétiques de type 1 qui présentent une symptomatologie dépressive et ça va jusqu'à 46% des diabétiques de type 2 traités par insuline seule. Si ensuite on s'intéresse à la sévérité de ces symptômes dépressifs dans ces questionnaires, en prenant par exemple les patients qui ont des symptomatologies modérées avec un score supérieur à 10 ou sévère, un score supérieur à 20, ben vous voyez que sur la gauche, chez les patients diabétiques de type 1, plus de 10% des patients diabétiques de type 1 présentent un score PHQ-9 suggérant une symptomatologie dépressive modérée à sévère. Et quand on va sur les diabétiques de type 2 traités par insuline seule, on a 17%, plus de 17% de ces patients qui ont des symptomatologies modérées à sévères sur le plan dépressif. Alors, c'est vrai que ça, c'est une photographie chez des personnes diabétiques. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à la population contrôle? Est-ce qu'il y a vraiment plus
de dépressifs par rapport à des populations contrôle. Cette méta-analyse relativement ancienne, mais a repris les études évaluant la symptomatologie dépressive chez des patients diabétiques en les comparant à des populations contrôle non diabétiques. Et vous voyez, sur la première ligne, il y a 18 études qui ont fait ce travail et globalement, il y a 20%, plus de 20% des diabétiques qui ont une symptomatologie dépressive versus 11% de la population non diabétique. Et c'est retrouvé systématiquement cette augmentation de la symptomatologie dépressive, aussi bien chez les diabétiques de type 1, avec plus du double de symptomatologie dépressive, que les diabétiques de type 2, que les hommes ou les femmes diabétiques, et que ce soit dans des populations évaluées qui sont des populations hospitalières ou ambulatoires, et cela indépendamment du type de méthodologie utilisée pour effectuer ce diagnostic de symptomatologie dépressive. Alors, bien évidemment, quand on a une symptomatologie dépressive, et vous le savez beaucoup mieux que moi, le risque, c'est les événements suicidaires. Et est-ce que ce risque suicidaire est augmenté chez les personnes atteintes de diabète? Eh bien, cette méta-analyse, qui a repris, vous voyez, quand même beaucoup d'études sur le sujet, retrouve une augmentation de 56% du risque de suicide chez les personnes atteintes de diabète. Et si ensuite vous regardez les sous-groupes, c'est-à-dire les patients diabétiques de type 1, vous voyez que le risque est 2,2 fois plus élevé d'être hospitalisé pour tentative de suicide chez les personnes atteintes de diabète de type 1 que chez les populations générales. Et si vous regardez la même chose chez les diabétiques de type 2, l'augmentation est de 65%. Donc, dans les deux populations, on voit que le risque suicidaire est augmenté. On a plus de symptômes dépressifs, plus de risques suicidaires. Alors, ce qui vient après comme questionnement, c'est de savoir si cette pathologie dépressive chez ces personnes atteintes de diabète est susceptible d'influencer à la fois l'équilibre glycémique, mais également les complications du diabète. Alors, pour répondre à cette question, on revient à la première étude que je vous ai présentée tout à l'heure, qui a pris plus de 2000 diabétiques type 1 ou type 2, traités différemment, et qui a regardé quels étaient les facteurs en analyse multivariée qui étaient associés avec une symptomatologie dépressive sur le PHQ-9 supérieur à 5. Et vous voyez que globalement, il y a 4 colonnes, les types 1, les types 2 traités par antibiotiques oraux seuls, les associations et puis l'insuline seule. Et vous voyez globalement, à chaque fois, ce qui ressort, c'est que les complications macrovasculaires sont associées en multivariée de façon indépendante à la symptomatologie dépressive. C'est le cas également pour les complications microvasculaires. C'est vrai pour tous les groupes, sauf pour ceux qui sont traités par insuline. Et puis, ce qui ressort également, c'est que l'équilibre glycémique avec une hémoglobine glyquée supérieure à 7 est plus souvent associé avec la symptomatologie dépressive. Et ça, c'est retrouvé dans des études, par exemple, qui ciblent les personnes atteintes de diabète de type 1, comme dans ce travail, où les patients ont été suivis sur la progression d'une néphropathie diabétique. Et vous voyez que l'histoire une histoire de dépression diagnostiquée augmente de 52% le risque d'évolution de la néphropathie diabétique. Et de la même façon, l'utilisation des antidépresseurs va être associée chez ces patients-là à une augmentation du risque de développer et d'aggraver une néphropathie diabétique dans le diabète de type 1. Sur les événements aigus, les relations entre dépression et complications aiguës comme l'acidocétose et l'équilibre glycémique sont aussi intéressantes. Là, on est toujours dans un sous-groupe de personnes atteintes de diabète de type 1 qui ont été suivies pendant 5 ans. Il y avait des patients qui avaient, c'est la première ligne, une dépression persistante, des patients diabétiques de type 1 qui avaient une dépression résolue, d'autres qui ont développé une symptomatologie dépressive, et le dernier groupe n'était pas déprimé. Et quand vous regardez l'évolution de l'hémoglobine glyquée sur les 5 ans, alors elle augmente dans tous les groupes, mais par contre, ce qui ressort et ce qui est significatif, c'est que l'augmentation d'hémoglobine glyquée va être plus importante dans le groupe dépression persistante ou nouvel épisode dépressif que par rapport aux patients non déprimés ou ceux pour lesquels la dépression a été résolue. Et ce qui est encore plus impressionnant, ce sont les épisodes d'acidocétose dans le suivi des 5 ans. Vous voyez que dans le groupe de la première ligne qui est les dépressions persistantes, 10% des patients ont été hospitalisés pour une acidocétose. Alors que dans le groupe non déprimé, il y a seulement 1,6
9% des patients qui ont été hospitalisés pour un épisode d'acidocétose. Donc, clairement, dans le diabète de type 1, la symptomatologie dépressive persistante s'accompagne d'une élévation d'hémoglobine glyquée plus importante dans le temps, mais également d'une augmentation très significative du risque d'acidocétose. Autre étude qui va dans le même sens, toujours chez des patients diabétiques de type 1 américains en Californie, la dépression double le risque d'hypoglycémie sévère, avec un risque qui est 5 fois plus important dans les 6 premiers mois après le diagnostic de dépression. Et même chose pour le risque d'hyperglycémie sévère. Le risque est multiplié par 5 dans la première année après le diagnostic de dépression. Et ça reste vrai après ajustement sur l'hémoglobine glyquée, les complications micro- et macrovasculaires. Alors, de tout ça, il ressort que, bien évidemment, il est probable que cette symptomatologie dépressive chez les personnes atteintes de diabète va entraîner des problèmes de compliance, d'adhésion au traitement et de suivi. Et vous voyez, dans cette étude qui concernait là des patients diabétiques de type 2, où il y avait 19% de patients déprimés, évalués par l'échelle HANS, et vous voyez que globalement, les patients sont assez comparables, sauf sur l'âge. Les déprimés sont plus jeunes et ils sont plus gros. Ils font 34 de BMI versus 30 chez les non-déprimés. Et ces patients ont été évalués pour un certain nombre de critères qui concernent l'adhérence aux consignes la semaine qui précédait l'évaluation. C'est-à-dire qu'en fait, les auteurs de ce travail leur demandaient de dire dans la semaine qui précédait combien de jours ils ont bien suivi les consignes diététiques, les consignes d'exercice physique, le monitoring du glucose et des glycémies capillaires, la consommation de fruits et de végétaux, etc., etc. Et vous voyez très clairement qu'il y a une différence très significative entre les deux groupes, c'est-à-dire que le groupe des patients diabétiques déprimés a des suivis des consignes diététiques qui va être plus faible. Ils suivent les consignes 3,8 jours sur la semaine versus 4,6 chez les non-diabétiques. Même chose pour l'exercice. Sur le suivi du monitoring du glucose, là aussi, on a une différence significative entre les deux groupes avec 2,8 jours de suivi des consignes versus 3,6 chez les non-déprimés. Donc, on voit clairement que cette dépression va s'accompagner d'une gestion et d'une compliance et d'une adhérence au traitement diabétique qui risque d'être beaucoup plus mauvaise. Et si d'autres études que je ne vous ai pas présentées là montrent par exemple que les oublis d'insulinothérapie, les oublis d'injection sont beaucoup plus fréquentes chez les patients diabétiques de type 1 déprimés que chez les patients diabétiques de type 1 non déprimés. Alors, est-ce que ces complications du diabète doivent nous alerter sur l'état psychologique de nos patients diabétiques? On avait fait un travail il y a quelques années avec notamment Jean-Christophe Chauvet-Jolinier, où on avait utilisé le système des données de santé pour essayer de voir s'il y avait un lien entre acidocétose et risque suicidaire. On avait donc repris l'ensemble des patients à partir des données françaises, en hospitalisation, aussi bien en secteur privé qu'en secteur public. Et on avait repris tous les patients qui avaient été hospitalisés avec un diagnostic de diabète de type 1 en 2008. Il y avait 16 431 patients diabétiques de type 1 hospitalisés en 2008. On avait volontairement choisi de prendre que les gens de moins de 35 ans pour être sûrs du diagnostic de diabète de type 1. On avait regardé combien d'entre eux avaient fait une acidocétose entre 2008 et 2010 sur 3 ans. Et vous voyez que 1500 patients avaient été hospitalisés pour une acidocétose dans ce groupe-là. Et donc, on avait séparé les patients en deux groupes, le groupe qui avait fait une acidocétose et le groupe de patients type 1 qui n'avaient pas fait d'acidocétose entre 2008 et 2010. Et on avait regardé ensuite quelles avaient été les hospitalisations pour tentative de suicide dans les deux groupes. Et vous voyez que dans le groupe des patients avec acidocétose, il y a 7,2% d'hospitalisation sur 2010 à 2017 pour tentative de suicide, contre 2,5% dans le groupe qui n'avait pas fait d'acidocétose. Donc, une différence qui était bien sûr très significative. Et vous voyez que quand on regarde les tentatives de suicide après l'épisode d'acidocétose, la différence est très significative, notamment les mois qui suivent l'épisode d'acidocétose, où il y a 4 fois plus de risque d'être hospitalisé pour tentative de suicide dans les 3 à 6 mois qui suivent l'hospitalisation pour acidocétose, et puis ça diminue progressivement ensuite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que les patients diabétiques, quand ils sont déprimés, ils sont
mal équilibrés, ils se suivent moins, ils oublient leur injection, etc. Et donc, ils sont déséquilibrés, ils ont un plus grand risque d'acidocétose. Puis, comme ils sont déprimés, vous savez aussi qu'ils ont un plus grand risque suicidaire. Et donc, l'important pour nous, le message, c'est que pour les diabétologues, quand ils prennent en charge un patient diabétique qui a une acidocétose, ils se doivent d'évaluer son état psychologique et pourquoi pas avec des échelles comme le PHQ-9 pour ensuite, si le score est un peu élevé, pouvoir appeler leur consultant psychiatre. Alors, on a montré que la dépression était augmentée chez le diabétique de type 2. Eh bien, il y a un autre aspect qui est important aussi, c'est que le risque de diabète de type 2, il est augmenté aussi en cas de dépression. Et ça, c'est en partie lié aux antidépresseurs qui sont potentiellement diabétogènes. Et si vous regardez cette méta-analyse, quand vous prenez toutes ces études-là, il y a 27% de risque d'augmentation de diabète sous antidépresseurs. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple cette cohorte française de la MGEN qui a suivi 63 000 assurés sociaux de la MGEN. Ils ont regardé le risque d'incidence de diabète de type 2 pour 1000 personnes par année. Et vous voyez que quand ils prennent d'antidépresseurs, il y a en gros 2,5 nouveaux cas diabétiques pour 1000 personnes année. Et ce risque est très significativement augmenté quand ils prennent des antidépresseurs et notamment quand ils prennent 2 antidépresseurs associés. Une étude du même genre, très intéressante. Alors, ça, c'est vrai dans cette étude-là, quel que soit dans l'analyse multivariée, le tabagisme, le BMI, l'activité physique, etc. Donc, c'est vraiment un facteur qui ressort indépendant, ce risque, ce lien entre antidépresseurs et risque de diabète. Et cette étude japonaise est aussi très intéressante parce qu'ils ont suivi des sujets non diabétiques pendant 9 ans. Il y avait des patients déprimés, oui ou non. Ils avaient des antidépresseurs, oui ou non. Et ils ont regardé le risque d'apparition de diabète. Quand ils n'avaient pas de dépression, pas d'antidépresseur, on évalue le risque à 1. Et puis quand ils prenaient dépression sans antidépresseur, vous voyez, le risque est augmenté, mais ce n'est pas significatif. Mais quand il y avait dépression plus antidépresseur, en gros, le risque de diabète était doublé et c'était significatif. Et ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont regardé s'il y avait un lien sur l'apparition du diabète entre les doses d'antidépresseurs, doses faibles, moyennes ou fortes, et les doses courtes, et les durées courtes, intermédiaires ou longues. Et vous voyez très clairement qu'à la fois la dose joue, plus ils ont une dose importante, quelle que soit la durée, plus vous augmentez ce risque, mais également la durée. Plus la durée est importante, même à dose similaire, vous voyez en vert, eh bien, le risque de diabète est beaucoup plus important. Donc ça, c'est quand même un argument fort pour l'imputabilité des antidépresseurs sur un risque de diabète. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut éviter les antidépresseurs en cas de diabète? Non, parce que vous voyez, par exemple, l'effet métabolique de la fluoxétine chez les patients diabétiques et les obèses montre quand même un effet favorable sur le poids, un effet favorable sur la glycémie et également un effet favorable sur l'hémoglobine glyquée et sur le taux de triglycérides. De la même façon, quand vous regardez cette étude chez des patients qui ont été mis sous antidépresseurs, à la fin du traitement, ils améliorent leur hémoglobine glyquée. Mais en plus, quand vous regardez l'amélioration de l'hémoglobine glyquée, elle est très corrélée à l'amélioration du score de dépression. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Et dans cette étude, qui est une étude de cohorte à Taïwan, qui a suivi des patients diabétiques déprimés, il y avait 50 000 qui étaient sous antidépresseurs et 2 800 qui n'avaient pas d'antidépresseurs. Et quand vous regardez l'impact de la dose cumulée d'antidépresseurs, en bleu la dose la plus faible et en rouge la dose la plus forte, eh bien la mortalité est beaucoup plus élevée chez les patients déprimés qui ont une dose d'antidépresseurs très faible versus ceux qui sont en rouge, qui ont la dose cumulée la plus élevée et qui ont une mortalité la plus réduite. Alors après, reste à déterminer quels sont les facteurs qui s'associent à la diminution de la mortalité. C'est vrai pour tous les antidépresseurs, sauf effectivement pour les IMAO. Et puis, dernier petit point, c'est que les TCC, je vais passer très vite, ont aussi un effet favorable dans cette étude-là chez les patients diabétiques, notamment sur l'adhérence au traitement et sur le score de dépression. Donc, on voit la complexité des mécanismes physiopathologiques des liens entre dépression et diabète. On sait que la insulinorésistance est associée à la dépression avec une augmentation du HOMA. On sait qu'il y a une activation de l'axe hypothalamo-hypophysaire et surrénalien en cas de dépression, des rapports avec l'inflammation, des problèmes de compliance en cas de dépression. Et puis, on a vu un effet diabétogène des antidépresseurs, notamment les IRS qui jouent sur la sécrétion d'insuline par les cellules bêta qui est inhibée, et puis des altérations de la voie de signalisation de l'insuline. À l'inverse, quand on traite la dépression, on améliore la compliance. Donc, on voit que les relations entre les deux sont complexes. Donc, au final, vous voyez un lien fort entre dépression, diabète et antidépresseurs, probablement beaucoup trop souvent négligé par les cliniciens diabétologues. Et donc, il faut, pour nous, diabétologues, penser à dépister la dépression devant certaines situations diabétologiques, notamment des équilibres glycémiques persistants, cétose,
Et savoir que ce dépistage et cette prise en charge de la dépression, ça a des impacts très favorables sur la prise en charge du diabète, d'où l'intérêt de faire ce dépistage. Et puis, ça confirme bien la nécessité d'une prise en charge multidisciplinaire. Voilà, je vous remercie. J'ai été peut-être un tout petit peu long, donc je vais vite présenter l'intervenant suivant, qui est Stéphane Saillant, qui travaille au Centre neuchâtelois de psychiatrie et qui est de liaison. Et ses principaux thèmes de recherche sont surtout l'accès aux soins psychiques pour la population, et puis la prévention du suicide et la lutte contre la stigmatisation de la santé mentale. Stéphane, c'est à toi. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci infiniment pour l'invitation et pour l'intégration d'un petit Suisse dans ce panel francophone. Alors moi, je vais vous parler effectivement des spécificités en diabétologie dans le domaine de la psychiatrie de liaison, qui sont plus des thématiques et des réflexions que je vais vous apporter en me réjouissant au fond de la discussion qui pourra s'en suivre par la suite. Donc, je vais vous parler au fond de 3 aspects. D'une part, le paradigme de soins de la maladie au long cours, comme ce qui a déjà été évoqué, les spécificités liées plus au diabète, sans revenir sur les interventions de Jean-Michel qui a pu faire avant, et puis quelques pistes d'intervention soignante, mais le tout en 15 minutes, donc en essayant de faire vraiment un peu une synthèse. Donc effectivement, le diabète, c'est une maladie au long cours, donc rien à voir avec une maladie aiguë, où vous avez ici, alors pour un psychiatre qui vous montre ces photos, alors je peux reconnaître qu'il y a en tout cas un infarctus ici, et puis c'est cassé à gauche, mais je n'irai pas plus loin dans mes compétences. Au fond, par rapport à la maladie aiguë, où on a une clinique qui est très criante, avec un risque vital très souvent majeur immédiat, avec un diagnostic rapide, un médecin souvent directif et un modèle biomédical, avec un risque, au fond, et puis c'est bien dans ces cas-là, de surresponsabilisation du médecin, mais de déresponsabilisation du patient, comme on peut le voir pour un choc septique aux soins intensifs ou un Covid, au fond, intubé, ce qui est plutôt une bonne chose. Par contre, pour ce qui est de la maladie au long cours, on est dans quelque chose, et ça vous le connaissez bien, et les diabétologues le connaissent très bien, de complètement différent, avec une clinique qui est souvent silencieuse, avec un risque immédiat qui est souvent absent, avec un traitement évidemment de longue durée sur un modèle plus ciblé sur le biopsychosocial, un médecin qui est donc en collaboration avec le patient, et très souvent une absence de guérison, et on le verra, c'est une problématique psychologique au fond importante, avec une prise en charge qui est ciblée sur l'éducation thérapeutique du patient, dont en Suisse, il y a eu beaucoup d'aspects qui ont été développés à ce propos. Donc le but, comme vous le savez et comme vous le voyez dans la pratique, c'est la responsabilisation du patient, ce qui n'est pas une mince affaire au fond dans la clinique quotidienne, que ce soit pour les diabétologues ou pour les psychiatres par ailleurs. Alors les changements inhérents à la chronicité, là vous avez quelques exemples, mais au fond c'est une hyperattention qui est mise sur le corps, puisqu'un corps sain, alors c'est un peu dommage, et c'est le but de la prévention primaire, c'est qu'on apporte peu d'attention ou pas à un corps sain. Mais ça, c'est une chose importante. Il y a des notions liées à la perte et au deuil, avec une prise de conscience de la perte d'une fonction du corps. Donc, on doit faire un deuil, mais le deuil est chose un peu compliquée pour l'être humain. Avec une indépendance, on part d'une indépendance à une dépendance externe, finalement, à une substance, qu'elle soit l'insuline ou à des médicaments. Et puis, l'illusion d'immortalité qu'on doit à notre grand-père à tous, Freud, qui disait qu'effectivement, on ne croit jamais au fait qu'on va mourir. Pourtant, on va mourir un jour, mais on le découvre qu'au fil de la vie. C'est peut-être le plus grand drame. Et puis, avec l'apparition d'une maladie au long cours, cette illusion a tendance à diminuer parce qu'il y a des complications et parce qu'il y a des difficultés à la gestion de la maladie. Alors, quand je parlais de deuil, il y a le deuil du corps sain, puisque le corps en bonne santé n'est plus là, le deuil de la guérison, le deuil du contrôle absolu sur le corps, qui est une chose importante, et c'est une étape très importante et au fond indispensable pour le vécu du patient et la prise en charge de sa maladie. Pour nous, psychiatres, ce qui nous inquiète, c'est l'absence de deuil, c'est l'absence de pleurs, c'est l'absence de manifestation de ce qui peut se passer pour le patient. Donc, ce n'est pas le fait d'être très criant, mais plutôt que ce soit silencieux, mais l'aspect du deuil est vraiment une étape clé dans la gestion d'une maladie, quelle qu'elle soit, mais notamment celle du diabète. Il y a la représentation de la maladie, puisqu'à part des dispositifs comme la pompe, c'est une maladie qui n'est pas tellement visible. Donc, il y a une invisibilité de la maladie avec des complications à long terme,
Donc, très, très compliqué de se représenter ça, au fond, sur un avenir à 5 ou 10 ou 15 ans ou 20 ans. Et puis, la notion d'incurabilité, certes pas mortelle de manière immédiate, mais quand même avec une notion de représentation. Donc, la représentation que chaque patient a de sa maladie est quelque chose de très intéressant et à questionner, au fond, dans la pratique quand on en a l'occasion. Et puis, enfin, la responsabilisation, au fond, c'est compliqué de se responsabiliser quand on a un corps sain, mais c'est aussi compliqué, évidemment, de se responsabiliser quand on a un corps qui souffre d'une maladie et d'une atteinte au long cours. Par rapport aux spécificités psychologiques du diabète, alors ça, c'est un schéma qu'on doit à deux grands noms de la diabétologie, Jean-Philippe Assal, notamment, qui a développé l'éducation thérapeutique du patient, où vous voyez deux manières de gérer le choc lié à un diagnostic de diabète ou d'autres maladies, qui peut aller jusqu'à l'acceptation. Alors, je vais y venir sur cette notion d'acceptation qui est un peu remise en cause, avec des phases du deuil que je vais par ailleurs un petit peu aborder après. Mais surtout ici, sur la partie de droite, il peut se passer aussi des chemins un petit peu différents qui vont donner lieu à deux aspects différents en termes psychopathologiques, qui sont la banalisation de la maladie, c'est-à-dire je ne fais rien et je refuse la maladie. Hein. Ce sont des patients que vous voyez, qu'on voit aussi en psychiatrie de liaison. Ou la pseudo-acceptation, ce sont des patients qui font les choses, mais qui ne font rien par rapport à ce qu'ils observent, et notamment en termes glycémiques. C'est une mise à distance, au fond, de la perte liée au choc de la maladie. Et là, on arrive à la résignation, c'est-à-dire, je ne me prends pas en main, je ne me soigne pas, puisque finalement, je n'y arrive pas à pouvoir intégrer ça à mes difficultés. Là, vous avez les stades de l'acceptation, les stades du deuil de Kubler-Ross, qui sont des étapes maintenant clairement reconnues par tous et dans le monde entier. On passe en règle générale d'un moment d'état de choc à de la colère, à du marchandage, à de la dépression, et enfin on en arrive au Graal. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait décrire, qui est l'acceptation de la situation. En fait, dans le cadre du diabète ou d'une maladie en règle générale au long cours, on a plutôt des allers-retours de manière permanente entre un état de choc, de la colère, il y a des moments d'acceptation et des moments de dépression profonde. Et au fond, c'est un va-et-vient entre ces différents aspects. Et puis du coup, on n'a pas tellement ces étapes qui ont été décrites, mais plutôt une certaine temporalité par rapport à celle-ci. Alors, on en vient à la notion d'acceptation de la maladie. Là, j'ai juste listé un certain nombre d'actions que fait un patient diabétique avec une pompe, typiquement. Alors, c'est un certain nombre, ce n'est pas du tout exhaustif, mais ça montre qu'il y a un certain nombre de choses qui sont faites, et ça, vous le savez, chaque jour, chaque heure, alors je dirais peut-être pas chaque minute, mais en tout cas très très souvent, jour et nuit, comme évaluer le bolus d'insuline, évaluer l'activité physique, les changements au niveau de la pile, les changements de matériel, les commandes de matériel, enfin bref, un nombre incalculable de choses qui doivent être pris en compte quand on parle de prise en charge de la maladie. Donc si on les compte, et puis encore, j'ai été gentil dans le nombre, on est à plus que 10 tâches spécifiques par jour, avec des dizaines et des dizaines d'actions spécifiques à réaliser chaque jour, jour et nuit, 24/24, évidemment, 7 jours sur 7. Là, j'ai mis 2 images des camps pour enfants diabétiques qui ont lieu en Suisse romande, vous avez ça aussi en France, où on apprend aux enfants, au fond, à accepter leur maladie et à la normaliser. Et c'est des choses qui sont à questionner parce qu'au fond, on a un discours et on a eu un discours qui est un petit peu moins important maintenant, qui est ce discours que vous avez sous les yeux. Vous pourrez vivre comme tout le monde, vous vivrez au fond aussi longtemps qu'une personne normale, entre guillemets, vous pourrez faire n'importe quelle activité. Au fond, c'est très compliqué de pouvoir accepter et normaliser une maladie telle que le diabète. Et puis l'ambivalence, donc entre j'accepte et j'accepte pas, elle fait partie du psychisme humain. Et donc, on doit en faire avec. Donc, pour résumer cette partie-là qui me semble très importante, il faut peut-être éviter qu'on focalise sur l'acceptation de la maladie, mais plus qu'on parle d'intégration de la maladie. C'est aussi une maladie de l'entre-deux, où on recherche
un équilibrisme avec une normoglycémie, avec des difficultés. Mais donc, c'est un peu comme marcher sur un fil, hein, c'est-à-dire on ne doit pas tomber ni d'un côté ni de l'autre et être sur ce fil-là en permanence durant 50 ans. Ça peut représenter un challenge et des difficultés importantes. C'est une maladie qui est silencieuse et puis qui est marquée aussi par deux aspects, hein, qui est très fréquent quand on rencontre des patients avec un diabète, qui sont d'une part la peur, il y a des peurs, hein, de manière générale, et de la culpabilité qui sont souvent en lien avec la peur. Donc, on est souvent dans ces paradigmes-là qui sont compliqués à prendre en charge, avec la culpabilité qui est liée à beaucoup de choses, hein, mais notamment les complications, le mauvais contrôle, la perte de contrôle par ailleurs sur la maladie. Alors les peurs, il y a effectivement le fait de perdre le contrôle, mais aussi deux craintes qui reviennent assez souvent et que vous rencontrez, hein, j'imagine, dans la pratique, celle des hypoglycémies qui fait souvent plus peur que l'hyperglycémie, et celle des complications qui peuvent s'alimenter l'une l'autre et qui rend compliqué au fond la prise en charge. Alors, quelle réponse psychique et comportementale à la peur? Deux types de réponses. Une réaction plutôt obsessionnelle où on accentue le contrôle au risque de se fatiguer, hein, puis finalement c'est aussi ce qu'on peut observer, ou bien la réaction dépressive où on abandonne le contrôle avec un abandon de la partie, hein, c'est-à-dire je laisse tomber, au final je ne gagnerai pas contre la maladie. La question de la colère est importante. Au fond, les patients ont du mal à se mettre en colère. Se mettre en colère contre quoi? Puisqu'on n'a pas une cause externe à la maladie, hein, c'est auto-immun, en tout cas dans mes souvenirs, dans mes vieux souvenirs. Donc auto-induit, avec une absence de locus externe de la colère. Donc il n'y a pas d'objet sur lequel on peut projeter la colère. Donc il y a une projection aussi sur les modalités du traitement, et notamment, on en vient aussi à la question suicidaire. Alors, la question suicidaire, comme il a été dit avant, hein, de manière très juste, on a un facteur plus 50 à 60%, c'est une cause clairement sous-estimée de décès dans cette population. Et puis, le gros problème, c'est que le moyen létal est mis à disposition du patient en permanence et pour toute sa vie. Donc, ça peut être envisagé aussi comme un moyen de reprise de contrôle sur le corps suite à un fort sentiment de perte de contrôle. Et puis, ça, c'est au fond dit assez souvent par les patients qui sont dans une démarche ou dans un processus suicidaire. Alors, les pistes, je n'ai pas beaucoup de temps maintenant, mais en gros, les pistes que je peux vous suggérer par rapport à ça, c'est d'abord d'accepter que la solution puisse exister, c'est-à-dire que le patient puisse avoir envie de se suicider pour mettre fin à sa souffrance, ce qui ne veut pas dire qu'on va l'aider à le faire, ni qu'on accepte ça dans le concret, mais qu'on puisse en discuter avec lui. Il faut faire attention de ne pas se focaliser uniquement sur l'insuline comme moyen létal, parce qu'ils peuvent faire aussi des accidents de la route, se pendre ou se jeter d'un pont. Quand on cherche à limiter l'accès aux moyens, c'est souvent un échec, puisque l'insuline, il en a besoin, donc on ne va pas réussir au fond à résoudre ça en retirant l'insuline, comme on pourrait le faire avec une arme à feu ou avec d'autres moyens. Rompre l'isolement, et puis évidemment, dans la collaboration avec un professionnel en santé mentale, ce qui n'est pas toujours simple parce que les psychiatres ne sont pas les plus atteignables. Ça c'est en tout cas en Suisse, chez nous, un grand reproche qu'on nous fait, et je pense qu'il est justifié, puisque c'est compliqué de nous atteindre. Alors, quelle piste, et puis j'en terminerai avec ça, d'intervention soignante? Au fond, souvent, hein, alors là c'est un petit joke au fond avec le chat, hein, où il dit « tu peux faire tout ce que tu veux, si toutefois ça reste dans le cadre de ce que je veux bien que tu fasses ». On a des injonctions un peu paradoxales par rapport à nos patients parce qu'on leur dit qu'ils doivent avoir un bon équilibre glycémique et qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Donc, ça peut des fois limiter un petit peu la discussion. Alors, de manière générale, les pistes que je peux vous proposer, mais on peut aussi en discuter puis volontiers par rapport à des questions par rapport à ça, c'est qu'on doit supporter l'incertitude de la compliance au traitement, se défaire d'une certaine image du patient idéal qu'on aimerait bien avoir en face de soi, que ce soit en diabétologie, en cardiologie, en psychiatrie. On aimerait bien avoir des patients qui font tout ce qu'on leur demande de faire, mais généralement, ce n'est pas toujours le cas. Ne pas essayer de convaincre le patient, c'est relativement peu efficace, mais plus essayer de comprendre pourquoi le patient ne parvient pas à se prendre en charge. Au fond, le refus d'autonomisation face à la maladie qui peut avoir des sources extrêmement différentes. Et puis, pour qu'on puisse aussi aider le patient à bien vivre avec sa différence,
et prendre en compte la question de l'ambivalence face à la maladie, qui reste une question difficile puisque les patients peuvent accepter la maladie à un moment donné et ne plus l'accepter à un autre moment. Voilà, je vous remercie et puis je passe la parole pour les échanges de questions-réponses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'invite tous les intervenants à remonter. Je les remercie tous les trois, Gaëtan, Michel et Stéphane, pour leur intervention. Donc, rapidement, on va donc évoquer tout de suite des questions, à commencer peut-être pour le professeur Petit. Une question assez technique, donc d'Élodie, qui évoque les liens entre complications diabétiques et dépression, hein, et sans doute sur une slide particulière, une étude spécifique. Il semblait que voilà, si les complications semblaient corrélées à la dépression, pourquoi on ne retrouverait pas forcément d'association entre dépression et complications micro ou macrovasculaires? Alors, je pense que Élodie fait référence à la diapositive sur l'étude qui regroupait à la fois des personnes atteintes de diabète de type 1, puis ensuite des diabétiques de type 2 traités soit par antidiabétiques oraux seuls, soit par insuline, soit par association antidiabétique oraux et insuline. Et globalement, dans cette étude, les complications macrovasculaires étaient retrouvées systématiquement associées au score de dépression. Par contre, les complications microvasculaires n'étaient retrouvées associées au score de dépression que dans les trois premiers groupes, c'est-à-dire diabétique de type 1, antidiabétiques oraux et puis association antidiabétique oraux et insuline, mais pas dans le groupe traité par insuline seule. Alors ça, je pense que c'est en partie lié au fait que dans le groupe traité par insuline seule, diabétique de type 2, s'entend, c'est des gens qui ont une durée d'évolution de la maladie diabétique qui est très importante. Et donc, les complications microvasculaires, on sait que la durée du diabète est un facteur qui influence beaucoup l'apparition des complications microvasculaires. Et donc, je pense que sur ce sous-groupe, qui est d'ailleurs le moins nombreux, puisqu'il y avait moins de 1000 patients par rapport aux autres groupes qui en avaient 4000 ou 2000, je pense que sur ce sous-groupe, avec une durée de diabète très importante, eh bien, effectivement, la relation sur les complications microvasculaires et le lien avec la dépression est peut-être moins fort. Mais globalement, toutes les études sont plutôt concordantes sur le fait qu'il existe un lien entre dépression et complications de la maladie diabétique. Merci beaucoup, Jean-Michel. N'hésitez pas à poser donc vos questions sur le module réservé à cela. Une question à l'instant d'Aurélien Martinan qui nous demande s'il serait possible de dire un mot des liens entre prise de poids et insulinothérapie et éventuellement les troubles du comportement alimentaire qui pourraient être en lien avec le diabète. C'est une question à la fois pour nos collègues diabétologues et puis pour notre collègue psychiatre. Donc, prise de poids et insulinothérapie et les liens avec d'éventuels troubles du comportement alimentaire. Gaëtan, vas-y. Non, un petit mot pour dire qu'effectivement, l'insulinothérapie est souvent connotée à la prise pondérale. Il se trouve que quand même, au moment de l'instauration de l'insulinothérapie, généralement, le patient a perdu du poids, mais artificiellement lié par l'hyperglycémie chronique. Et donc, c'est souvent un discours que je tiens, c'est au moment où on passe à l'insuline, de dire que souvent, ben voilà, on va reprendre un peu le poids qu'on avait avant le déficit en insuline. Après, tout le monde le sait, l'insuline a quand même une action très positive sur la lipogénèse et donc à ce titre-là va favoriser quand même la prise de poids. Et c'est un frein, et c'est vrai que sur le plan, notamment, on le voit chez des jeunes patients diabétiques de type 1, où on est confronté à cette difficulté parce que l'insuline devient un levier dans la gestion du poids, et ce, indépendamment du niveau de la glycémie, et surtout au prix d'une hyperglycémie, quoi, en fait. Et c'est très difficile de pouvoir faire changer cette situation-là. Merci beaucoup, Gaëtan. Est-ce que Stéphane, tu veux dire un mot des liens entre diabète et troubles des conduites alimentaires? Oui, alors je peux dire un mot, mais je n'ai pas beaucoup d'expérience. J'ai eu 2 patients, enfin je réfléchissais à ça, qui avaient cette problématique-là. C'est compliqué parce qu'elle est souvent liée aussi à des troubles de la personnalité, donc avec des profils au niveau psychopathologique extrêmement compliqués, extrêmement complexes. Mais c'est clair que le rapport entre l'insuline qui rentre dans le corps et puis le fait qu'on mange et qu'on a de la peine à manger, enfin, il y a des liens qui sont faits évidemment sur un plan psychopathologique
en lien avec ça. Mais c'est clair que si on rajoute un TCA au diabète, et souvent, notamment, vraiment, il y a des comorbidités importantes avec le trouble de la personnalité, ça devient assez compliqué dans la gestion. Il faut une équipe solide, pluridisciplinaire pour pouvoir gérer ces patients. Mais j'ai une expérience modérée par rapport à cette association-là. Sur le plan diabétologique, c'est vrai que c'est une situation qui est effectivement assez fréquente chez les jeunes femmes diabétiques de type 1 qui ont un TCA. Et je crois que Jean-Christophe pourrait aussi en parler, puisqu'on a un certain nombre de patientes qu'on suit en commun. Et c'est vrai que l'orthodoxie alimentaire ou avec toutes les consignes qu'on leur donne pour gérer le diabète, c'est vrai que on a beaucoup évolué sur les 30-40 dernières années, mais il faut se souvenir quand même que au départ, c'était en gros, je dois manger que cette ration-là de féculents. Aujourd'hui, c'est vrai que la prise en charge est différente, c'est-à-dire qu'on adapte le traitement à l'alimentation, mais pendant des années, on adaptait l'alimentation comme traitement du diabète et uniquement ça, quoi. Donc, c'est vrai que ça a généré quand même un certain nombre de troubles du comportement alimentaire sur des personnalités fragiles, certes, mais la prise en charge du diabète n'a pas amélioré les choses. Et c'est vrai que cette fréquence des TCA chez les personnes atteintes de diabète de type 1 est malheureusement assez élevée et c'est compliqué dans la prise en charge, effectivement. Merci beaucoup à tous les trois. J'avais une question, moi, pour Gaëtan. Au début de votre présentation, il y a une carte qui m'a marqué. C'est la géographie de distribution, je présume, du diabète de type 2, je pense. D'ailleurs, en période pandémique et d'impact, il semble-t-il, des régions Est, il m'a semblé que voilà, le diabète de type 2 était très prévalent dans le Nord, l'Est. Est-ce que voilà, vous pouvez redire quelque chose? Oui, c'est effectivement une donnée qui ressort de toutes les études épidémiologiques. C'est en fait une carte qui est tout à fait superposable à la carte de l'obésité en France. On a vraiment deux pathologies qui se distribuent de la même façon. Et aussi, évidemment, en termes de niveau socio-économique aussi, on sait que c'est fortement associé au risque de diabète de type 2. Donc, obésité, risque, niveau socio-économique font que, et puis aussi régime alimentaire. C'est sûr que le régime méditerranéen est quand même plus favorable pour la prévention du diabète. Et donc, à ce titre, le sud de la France est davantage protégé. Mais voilà, on a ces éléments qui peuvent expliquer vraiment cette disparité régionale. Merci pour cette réponse. Une question qui concerne l'incidence de troubles cognitifs chez les adolescents, mais peut-être de façon générale, chez les patients atteints de diabète. Je ne sais pas lequel d'entre vous veut ou peut ou souhaite répondre. Je peux commencer si tu veux, Jean-Michel. Moi, à ma connaissance, les troubles cognitifs, c'est quand même souvent associé aux hypoglycémies répétées. Et donc, c'est des éléments qui effectivement sont très présents chez les patients diabétiques, mais âgés plutôt quand même. Moi, je n'ai pas d'expérience dans les patients que je suis où j'ai des jeunes patients qui ont des troubles cognitifs à des âges très précoces. Mais c'est en revanche, les troubles cognitifs, aujourd'hui, ça fait vraiment partie des complications du diabète et sont beaucoup plus fréquents. Et d'ailleurs, toute une physiopathologie aussi qui est en train d'émerger parce on met beaucoup aussi en avant l'insulinorésistance cérébrale dans la physiopathologie à la fois du diabète de type 2, mais également des troubles cognitifs et des syndromes neurodégénératifs. Et donc là, il y a des physiopathologies communes en fait qui peuvent expliquer la grande fréquence entre troubles cognitifs, patients âgés et diabète. Mais chez le sujet jeune, j'avoue, là, j'ai pas vraiment, Jean-Michel, je ne sais pas si tu as cette expérience-là, mais... Alors, oui, non, moi j'ai la même analyse que toi, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un lien fort entre diabète, hypoglycémie et troubles cognitifs, mais ça survient quand même un peu plus tardivement chez des personnes déjà après 40, 45 ans, mais j'ai pas cette notion-là chez les personnes atteintes de diabète, mais très jeunes. J'ai pas cette notion-là. On n'entend pas Jean-Christophe. Jean-Christophe, ton micro?
Il est activé là. Ça y est. Excusez-moi. Ouais. Désolé, une dernière question, oui, importante dans le contexte qui déborde, avant d'écouter la conclusion du professeur Cédric Lemoyne. Oui, on parle des fois en psychiatrie de l'intérêt de la metformine, mais nous sommes off-label dans la question de la régulation du poids et de la limitation du syndrome métabolique chez les patients auxquels on prescrit des psychotropes. Moi, je sais que mes collègues dijonnais sont extrêmement prudents là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Michel et Gaëtan, sur de la metformine hors AMM pour prévenir les conséquences métaboliques potentielles de certains psychotropes. Ça se fait effectivement. Alors c'est hors AMM, on est bien d'accord, mais c'est vrai que il y a quand même une étude, une étude de prévention du diabète avec la metformine chez les patients, alors complètement hors contexte psychotrope, neuroleptique. Et donc, à ce titre-là, on pense quand même que la metformine peut être un médicament qui peut être intéressant dans la prévention du syndrome métabolique. Après, je pense qu'on a vraiment besoin d'un essai bien conduit pour montrer cette efficacité. Les quelques expériences personnelles que j'ai pu rencontrer, là, sont plutôt quand même avec un effet plutôt favorable. On aurait la même discussion avec les agonistes GLP-1, qui, notamment chez les patients qui prennent des antipsychotiques, on n'en a pas parlé, bien sûr, là c'était centré sur cette problématique de dépression, mais on a bien sûr d'énormes difficultés sur le plan métabolique chez les patients qui sont sous antipsychotiques. Et c'est vrai que dans cette situation-là, dans la prise de poids importante liée aux antipsychotiques de deuxième génération, les agonistes GLP-1 pourraient être particulièrement intéressants. Alors pendant très longtemps, on n'avait pas le droit de les prescrire en dehors du contexte du diabète. Aujourd'hui, on aurait le droit puisqu'ils peuvent être utilisés dans l'obésité chez des patients qui ont un IMC supérieur à 27. Et donc, ça pourrait être un moyen intéressant pour éviter la prise de poids et l'apparition de troubles métaboliques chez ces patients sous antipsychotiques. La difficulté, c'est que ça n'est pas remboursé et que le coût mensuel est de l'ordre de 200 à 240 euros par patient. Donc, ça bien sûr, on sait bien que ça va être un frein majeur à la prise en charge de ces patients-là. Mais c'est aussi une voie qui serait tout à fait intéressante avec celle de la metformine. Oui. C'est pour ça que je le dis à Cédric, je le dis à Gaëtan. Je pense qu'un jour, il sera nécessaire que la FPBN et la SFD fassent peut-être un petit groupe de travail sur ce sujet pour peut-être sortir des recos. Je sais que ce n'est pas simple, mais voilà. Merci, je laisse la parole à Cédric. Bien volontiers. Merci à tous et toutes, premièrement, d'avoir assisté à ce webinaire. Merci surtout à nos intervenants de nous avoir présenté ces 3 interventions avec un respect parfait du timing. J'avais moi aussi beaucoup d'autres questions certainement à poser. En particulier, je pensais à une question qui aurait pu concerner Stéphane Saillant sur finalement, est-ce que cette modification du traitement du diabète qui a été présentée par Gaëtan a un impact sur le vécu du diabète par les patients? Est-ce que la complexification des algorithmes thérapeutiques est source de plus de malobservance, ou est-ce que l'inverse, l'automatisation de certains dispositifs allège réellement ce fardeau psychologique? Je trouve que ces questions, que nous aborderons sans doute une autre fois, posent aussi la question de la singularité de la psychiatrie de liaison. Je crois que beaucoup des participants qui nous écoutaient aujourd'hui sont psychiatres de liaison, et on voit bien comment les connaissances et les compétences qui sont nécessaires pour cet exercice un peu singulier doivent mêler d'une part, bien sûr, les connaissances de la psychiatrie, mais aussi des connaissances issues de la psychologie de la santé, de la psychologie médicale. Et je trouve que, à ce titre, l'intervention de Stéphane Saillant est tout à fait remarquable. Et puis également, un 3e pilier qui est la connaissance des affections somatiques, comme nous le disons souvent, et de leur traitement, tels que les interventions des professeurs Petit et Prévost ont pu nous l'enseigner, parce que ça fait partie effectivement des connaissances et compétences du psychiatre de liaison pour mieux appréhender ce à quoi sont confrontés nos patients et pour mieux appréhender les enjeux thérapeutiques et de prise en charge. Merci à nouveau d'avoir participé à ce webinaire. Il me reste à vous présenter le prochain webinaire de l'Association française de psychiatrie biologique et neuropsychopharmacologie, cette fois-ci non pas de la section médecine somatique, mais de la section TDAH, qui
qui s'intitule « Traitement du TDAH en situation de comorbidité, réflexion et échange à partir de cas cliniques » et qui aura lieu le 18 février 2022. Merci à toutes et tous et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.